la mode. C'est un discours rétro. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, ces fameuses lois sécurité et liberté. Vous entrez quand même dans l'arène politique. Oui. Jusqu'à quel point? Eh bien là, oui, c'est sûrement excessif. J'aurais pu me dispenser de faire ça. Mais j'étais justement sur le coup de l'homme que j'avais connu au cours de cette commission, qui était plutôt attentif à ce que nous disions, à ce que les membres de la commission lui disaient. Par conséquent, et puis je sortais de l'éducation surveillée. L'idée est répression. Vous savez, pour le problème était tellement tellement différent de la répression, il n'y a que ça de vrai, si vous voulez. Quand on a vu un peu de près, même si je n'avais pas été très longtemps, puis moi par l'association dont je m'occupais, on voyait tellement de situations dans lesquelles entre guillemets, on comprenait que des enfants, que des jeunes esprits aient pu mal tourner. Entendre tout d'un coup ce langage qui se tenait beaucoup. C'était vraiment une sorte de mode de dire, ben voilà, le laxisme des juges. Voilà. Après cet épisode, vous êtes nommé avocat général à la Cour de justice de Luxembourg. Alors, est-ce que c'est une cage dorée? Est-ce que c'est un exil? Est-ce que c'est une promotion, mais en même temps une sanction? Est-ce que vous aviez osé déplaire pour mériter de devenir indésirable? Sans aucun doute, je gênais beaucoup de gens. Je devais gêner parce que voulez-vous, je l'ai dit d'ailleurs, c'est vrai, je le pense, j'ai été fiable pour aucun gouvernement, pour une raison simple, c'est que personnellement, la politique n'a pas le droit de citer dans nos palais. Elle s'arrête, je l'ai dit, je l'ai déclaré, à la porte. Je pense que les justiciables, quels qu'ils soient, n'ont pas à savoir si on pense à droite ou à gauche. Et si on parle un peu plus tard de l'indépendance des juges, moi l'indépendance des juges, c'est aussi l'indépendance vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs propres convictions. Enfin, c'est une notion très difficile. Donc je comprends que à cette époque, on se disait, oh là là, elle va trop loin, etc. Et qu'on ait eu le désir de... Alors l'exil, non. L'exil, oui, bien sûr, c'était équité. Mais c'est un peu tout ce que vous venez de me dire, à la fois, c'était doré. Je m'occupais de l'Europe depuis le traité de Rome. Je faisais partie d'une association, les juristes français et allemands et les juristes européens dès qu'ils ont été créés, parce que je pensais que les hommes, je pense toujours que les juristes sont des hommes de paix. Il leur appartient, les hommes de loi doivent être des hommes de paix. Il leur appartient de faire cesser toutes ces horreurs qu'on a connues. En juillet 1981, nouvelle manifestation d'indépendance de votre part, vis-à-vis de la gauche cette fois. Vous démissionnez de la commission Bloch Lenné, qui était chargée de faire le bilan de la situation du pays après l'élection de François Mitterrand. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, voulait à l'époque enquêter sur l'influence de l'exécutif giscardien sur la justice. Quel était le sens de votre protestation je trouvais intolérable. Non, attention, M. Defferre, oui, se proposait ça, c'est-à-dire que dans des affaires jugées, ou des affaires, il y en avait encore deux qui étaient plus ou moins pendantes, M. Defferre voulait que la commission du bilan recherche quelles avaient pu être les influences politiques sur les magistrats qui avaient traité cette affaire. Je trouvais ça proprement insupportable. Alors, le trouvant insupportable, je l'ai dit à M. Bloch Lenné, deuxième homme pour lequel j'avais beaucoup de respect, parce que c'était quelqu'un de très bien et qui était fort ennuyé, et qui a essayé de faire revenir M. Defferre sur ses positions qu'il n'a pas fait. Il a maintenu haut et fort ce qu'il pensait, une seule solution, la porte. Ça me paraissait évident. Vous refusiez de suspecter qu'on suspecte les juges de... oui, là c'était intolérable qu'on aille rechercher dans des dossiers quels avaient pu être le poids politique. Surtout que, bon, c'est partout pareil, ils ne s'en privent pas. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, nous sommes donc en mai 81, l'élection de François Mitterrand, Robert Badinter est le nouveau garde des Sceaux, et puis
il vous propose de devenir première femme, première présidente de la Cour de cassation, vous le serez entre 1983 et 1988. Vous refusez dans un premier temps, et puis ensuite vous acceptez. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette nomination? Oui, c'est très simple. Enfin, je peux bien revenir dessus facilement. En ce sens que Robert Badinter étant devenu garde des Sceaux, je dois dire que Robert Badinter a plaidé souvent à la 17e, je le connaissais bien. Et depuis qu'il était garde des Sceaux, je le connaissais bien, enfin comme on peut bien connaître un avocat à travers de nombreuses affaires. Et il me faisait venir, il m'avait demandé de participer à une commission, je l'avais fait, de Luxembourg c'était facile, de revenir un jour à Paris. Et puis il m'avait demandé de passer à son cabinet, et là, il m'offre le poste de premier président. Alors moi, là, je tombe des nues, mais dans la seconde qui suit, je lui dis, mais je ne peux pas, non. Alors il était évidemment, j'imagine, m'offrant un poste de cette nature et entendant un refus, il était quelque peu surpris. Je lui ai donné mes raisons, je les ai toujours données, elles n'ont forcément, puisqu'elles étaient là, hier, elles n'ont pas varié. Je ne pouvais pas parce que le poste était demandé en quelque sorte par M. Vassogne, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui j'étais là aussi redevable de beaucoup de choses. Enfin, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances. C'est que pour rien au monde, je n'aurais pu être candidate contre lui. Donc, il y a eu j'ai dit à M. Vassogne, M. Bellet, à M. Badinter, je lui dis voilà les raisons. Il y a monsieur Vassogne, et il m'a répondu d'ailleurs, monsieur Vassogne est un très bon juriste, oui, etc. J'avais une seconde raison, c'est que je venais d'être nommé sur mon propre mandat à la Cour de justice comme avocat général. Vous savez, la tradition, c'est que quand on est nommé, si on succède à un collègue en cours de mandat, on finit d'abord son mandat. Les mandats ne sont pas personnels. On finit d'abord son mandat, et donc j'avais fini le mandat de mon prédécesseur et c'était le mien. Et troisièmement, je lui ai dit sans embâche, le troisième est vraiment quasiment négligeable, mais enfin, vous me prenez 65% de mon revenu. Et puis, bien 3 semaines après, il m'a téléphoné, je me souviens, c'était un dimanche matin. Et là, entre-temps, je dois dire que l'idée de revenir à Paris, de ne plus me trouver toutes les semaines sur les routes de Luxembourg avait fait son chemin. Si bien que quand il m'a dit « vous le devez aux femmes », j'ai dit oui, pas de doute, je viens. Et c'est comme ça que je suis venu premier président de la Cour de cassation. Est-ce que vous pouvez dire un mot de votre expérience à la Cour de cassation, et notamment la massification des contentieux, surtout que effectivement vous avez des points de comparaison parce que vous avez été membre également du comité de prévention de la délinquance de l'ONU, vous avez beaucoup voyagé, vous avez connu aussi la Cour suprême américaine, et comment la Cour de cassation vous est-elle apparue, que vous appelez parfois de manière un peu ironique la Cour d'expédition? Eh bien, je trouve qu'on dit parfois Cour suprême, et je trouve que nous n'avons rien d'une Cour suprême, parce que nous ne choisissons pas les cas sur lesquels intervenir, et je pense que le système américain, qui est d'ailleurs, il faut reconnaître, les 9 juges de la Cour sont tout de même aidés de 150 rédacteurs, collaborateurs de haut niveau, et que ça change, qui trient les affaires, et j'ai été amené à donner mon avis à Washington, étant en visite, avec courtoisie, les juges m'ont demandé ce que je pensais d'une procédure qu'ils avaient devant eux. C'était une histoire de procédure, enfin c'était amusant. Pour moi c'était amusant d'intervenir dans des cas, mais j'ai vu vraiment, ce sont des cas qui font jurisprudence, tandis que nous, je ne sais pas si on est un 3e degré de juridiction sans le vouloir, parce qu'on proteste contre le fait qu'on soit un 3e degré de juridiction. Bien sûr, on ne statue qu'en droit, mais enfin, je trouve que la Cour avec le nombre d'affaires qu'elle traite, elle ne peut pas être une Cour suprême. Voilà. Mais je n'ai pas eu une expérience très longue, comme vous le savez, j'ai resté que
3 ans à la Cour de cassation. Je voudrais qu'on revienne sur une des dernières fonctions que vous aviez exercées, c'était président de la commission de réflexion de lutte contre la corruption en 1995. Ah oui, j'étais plus en fonction. Vous n'étiez plus en fonction, mais vous étiez nommé par Édouard Balladur, si mes souvenirs sont bons. Et alors, cet épisode est important parce qu'il traduit un effort d'imagination au niveau du système pénal, puisque avec vos collègues de la commission, vous inventez en quelque sorte une peine d'inéligibilité automatique en cas de sanction contre des hommes politiques condamnés pour corruption. Vous pouvez expliquer la philosophie de cette peine? Eh bien oui, nous avons été conduits à imaginer cette solution parce que, en général, lorsqu'il s'agit de corruption dans ce domaine, automatiquement, on laisse ça dans l'ombre quand les textes sortent et on dit les tribunaux apprécieront dans leur sagesse. Et donc on renvoie à la sagesse du tribunal. J'ai trouvé que c'était quand même pas le rôle, que par contre c'était le rôle de la loi d'intervenir pour que de façon simple, claire et nette, chacun sache à quoi s'en tenir, sans que le tribunal ait à intervenir. Donc je pensais que la seule méthode, c'était l'automaticité de la peine, de l'inéligibilité qui intervenait. Une peine complémentaire. Une peine complémentaire. Madame Rosès, nous arrivons au terme de notre entretien. Peut-être 3 questions sur la fonction de juger, sur l'acte de juger pour terminer. Qu'est-ce que pour vous rendre une bonne justice? Alors je vais plaisanter un peu pour revenir après à des choses sérieuses, mais il faut, mon expérience, c'est quand même 41 ans de magistrature depuis le début des stages jusqu'à ma retraite. Eh bien, j'ai découvert qu'une bonne justice, c'est celle qui vous donne raison. Personne ne veut perdre à partir du moment que ce soit en matière civile et bien entendu en matière pénale, personne n'est prêt très spontanément à avouer les délais, les infractions qu'il a commises ou qu'elle a commises spontanément. Par conséquent, ce qui est bien, c'est de donner raison. Les gens ne veulent pas avoir tort. Les gens ne veulent pas non plus s'en tenir là, et c'est ce qui me paraît de très marquant dans ces 50 dernières années du siècle, c'est la montée des recours. Alors, je pense qu'une bonne justice doit avoir des recours. Sinon, ce n'est pas une justice. Mais quand même, la façon dont maintenant, systématiquement, le refus d'avoir tort fait que tout le monde fait appel et va jusqu'en Cour de cassation. Ce qui embarrasse la Cour de litige qui n'en valent pas la peine et qui revient à transformer les magistrats de la Cour. Le juge peut donner raison à l'un mais tort à l'autre. Ah ben, est-ce que son rôle n'est pas de transformer le conflit en mécontentement? Oui. Aussi. Aussi. Automatiquement. Dans le métier de juge, il faut bien savoir quand on l'aborde qu'on va tout le temps faire un commandement, un mécontent. Tout procès recèle un mécontent et encore, parfois même celui qui gagne. Quelquefois c'est 2 mécontents, parce que même celui qui gagne trouve qu'il n'a pas assez gagné. Alors c'est une situation donc délicate qu'il faut apprécier, mais à côté de ça, le métier a beaucoup de charme, mais c'est un métier difficile. Quelle serait selon vous la vertu première du juge? Ah, je suis tentée de vous dire que une bien sûr pour moi est cardinale. Ce serait l'indépendance du juge. Un juge doit, mais ça me paraît indissociable du fait d'être juge, d'être indépendant. Mais quand je vais parler d'indépendance, je vais plutôt faire allusion à... Il y a 2 sortes d'indépendance. On pense généralement aux pressions politiques. Bon, bien sûr qu'elles peuvent exister, rarement je le dis, mais on y pense. C'est pas le pire. Le pire, c'est peut-être d'assurer une réelle indépendance à l'égard de ses propres
à l'égard de soi-même, à l'égard de sa culture, à l'égard de soi-même. Et c'est très difficile, mais on y arrive. J'ai rendu des décisions que, personnellement, enfin, en tant qu'individu, Simone Rosès, je n'aurais jamais rendues. Il faut toujours un petit peu essayer d'aller au-delà, et ce n'est pas... Quelquefois, on sait que ça va être un dommage, qu'on va causer un dommage, qu'on n'est pas à l'aise quelquefois, mais enfin, il faut l'admettre, à mon avis, pour être un bon juge. Je pense... Pour les juges, je pense qu'il ne faut jamais oublier, ce que je vous ai peut-être déjà dit mais auquel je tiens, c'est que l'affaire appartient au justiciable et qu'il doit reconnaître son affaire et il doit se reconnaître. Et je crois que c'est essentiel. Nous avions commencé notre entretien par votre toute première expérience au parquet de Paris, cette transmission de la flamme du métier par l'équipe des substituts de Jean Vassogne. Est-ce que, au cours de votre carrière par la suite, vous avez à votre tour transmis cette flamme aux jeunes générations? Ah là, vous me demandez quelque chose que j'ignore. Je sais que j'ai eu parfois à mon audience des stagiaires aussi, enfin des gens de l'ENM, qui venaient à mon audience, certains mondiarmes. Ça m'a plu, mais je ne sais pas ce que j'ai transmis. En tout cas, vous savez, ça... Je n'ai jamais eu de langage et je crois que toute ma vie professionnelle a été sous le même signe de peut-être quelqu'un de viscéralement indépendant, peut-être que ça a été pour moi tellement important que ça a dépassé tout ce qu'on pouvait demander d'autrement. Mais et je pense aussi, quand je vous disais tout à l'heure que le jugement appartient au justiciable, enfin que c'est à lui qu'il faut penser, et je reviens là-dessus sur la nécessité d'avoir de bonnes motivations, c'est important, d'être clair, de motiver les jugements. Je pense que c'est une chose, j'ai un peu peur de cette mécanisation des formulaires qui vous font aller très vite. Bien sûr, il faut aller vite, mais enfin, il faut aussi penser à ne pas faire que remplir des blancs. Voilà. Bien, merci beaucoup, Madame Rosès. Merci.